Bonjour, c'est une joie de vous retrouver cette année sur le stand de SEMAE pour Stop Intox, tous les jours, jusqu'à ce vendredi. Stop Intox pour déconstruire les idées reçues. Chaque jour, un grand sujet autour de l'actualité de l'agriculture. Alors, vous avez sans doute vécu, comme nous tous, une journée un peu particulière hier. Nous retrouvons du calme aujourd'hui pour réaborder ces questions qui nous préoccupent, qui préoccupent le monde agricole. Nous les abordons avec raison et je vais tout de suite rejoindre mes invités, non sans avoir pris cette pomme que je croquerai tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi. C'est un fruit important, c'est un fruit que vous nous avez apporté, Pierre Vantaux, merci beaucoup. Merci d'être là, vous êtes le directeur général de la filière pomme-poire. Merci aussi à Marine Colli qui est là, qui est consultante. Et à vous, Catherine Gélin-Lanel, vous êtes directrice stratégie à la direction de l'agriculture de la Commission européenne. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ce sont les clauses miroirs. Alors, on va tout de suite faire un point de formalisme, peut-être, un point de vocabulaire. Je vais vous demander de répondre à cette question-là. Quelle différence y a-t-il entre les clauses miroirs et les mesures miroirs? Et puis ensuite, on ira un peu plus loin. Je vais commencer par ce qui rassemble ces deux mesures. Elles ont le même objectif, c'est-à-dire exiger une réciprocité d'une ou plusieurs normes de production entre le producteur européen et le producteur du pays tiers dès lors qu'il souhaite exporter ses marchandises vers le marché européen. La différence, c'est qu'une clause miroir, c'est une clause qu'on va intégrer dans un accord de libre-échange pour conditionner l'accès au marché européen à droit de douane préférentiel au respect de la norme en question. Donc elle ne concerne qu'une quantité réduite d'un produit et qu'un seul partenaire commercial, tandis que la mesure miroir est une mesure qu'on va venir inscrire de manière unilatérale dans une loi européenne et qui va là s'appliquer à tous les volumes du produit en question qu'on va importer sur le marché européen avec ou sans accord de libre-échange. Alors, si j'ai pris une pomme avec moi, c'est parce que d'abord c'est un des fruits les plus consommés dans le monde. Je crois qu'il y en a trois. Les trois premiers, c'est la pomme, la banane et l'orange. L'orange n'est pas tout à fait un fruit, c'est un agrume, mais on va le classer quand même dans cette catégorie. Si j'ai pris cette pomme, c'est parce que c'est l'objet d'un conflit, d'ailleurs, à l'intérieur de l'Europe, entre les producteurs français, la filière éco-responsable que vous êtes, les vergers éco-responsables, et puis des produits qui arrivent sur le marché français. Alors, c'est l'occasion de dire aussi, Pierre Vantaux, que quand on évoque la question des clauses miroirs, on évoque les conditions de concurrence. Et pour un économiste, la concurrence pure et parfaite, c'est une concurrence dans laquelle, d'abord, il y a une parfaite information du consommateur, une offre large, de nombreux candidats sur le marché et des conditions d'accès au marché qui sont à peu près comparables. Et là, puisqu'on parle de clause miroir, ce n'est pas tout à fait le cas dans votre activité. En fait, le problème qu'on a, c'est que la clause miroir, aujourd'hui, elle a une action, ou elle va avoir une action un jour, si on arrive à la mettre en place, aux frontières de l'Europe. Mais la problématique, et on a un sujet, parce que quand aujourd'hui l'exécutif évoque les clauses miroirs, malheureusement, beaucoup des arboriculteurs, par exemple, que je représente, comprennent qu'ils vont être, eux, protégés à l'intérieur de l'Europe. Aujourd'hui, la problématique qu'on a sur la pomme, elle est moins vis-à-vis du reste du monde qu'intra-européenne. C'est-à-dire que déjà, on aurait besoin d'un niveau d'harmonisation ne serait-ce que des règles de production à l'échelle européenne avant d'imaginer d'aller à l'échelle mondiale. Et on se dit au fond, naturellement, ça devrait être le plus facile. Ça devrait surtout être, alors le plus facile, je sais pas. On discute avec des partenaires. On est dans le cadre d'une Union européenne. Disons que la libre circulation des biens et des personnes, donc des biens, ça sous-entend effectivement qu'une concurrence non faussée, ça veut dire qu'on doit avoir à un moment des conditions de production qui sont homogènes. En tout cas, on doit partir du même endroit sur la ligne de course. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Madame Gélin-Lanel, vous êtes à la direction stratégie de la direction agriculture de la Commission européenne. Bon, la Commission européenne, elle est souvent montrée du doigt. Elle est souvent désignée comme coupable et on lui reproche notamment de ne pas faire régner des règles ou de ne pas imposer des règles communes à tous. C'est d'ailleurs ce qui amène souvent le monde agricole français à dire nous faisons de grands efforts en matière de production. On a une production vertueuse. On respecte l'environnement, on respecte aussi des conditions sociales, d'ailleurs. C'est pas seulement l'environnement. Et nos voisins, là, qui profitent aussi de la politique agricole commune, eux, ne le font pas. Comment on observe ça en Europe? Est-ce qu'on dit, tiens, les Français sont toujours
d'affreux gaulois ou comment on voit cette revendication? Alors, il y a deux sujets que vous évoquez. Il y a d'abord l'application de la législation européenne, des règles européennes dans l'Union européenne par les différents États membres de l'Union. Donc ça, c'est la construction de l'Europe. Hein. Elle est en cours, elle continue. Pour reprendre l'exemple de la pomme, il y a une réglementation applicable, par exemple, pour l'utilisation des pesticides. Au niveau européen, on a une harmonisation pour l'autorisation de ce qu'on appelle les principes actifs, c'est-à-dire la molécule qui est vraiment active pour lutter contre une maladie des plantes. Ça se fait au niveau européen. Mais l'harmonisation, elle n'est pas tout à fait complète. Ah non, on en est loin. Parce que, ensuite, ce qu'on appelle les préparations commerciales, c'est-à-dire ce principe actif et les coformulants du pesticide qui sont utilisés par l'agriculteur dans les différents pays de l'Union européenne, ça se fait au niveau national. Et parfois, c'est vrai que ça aboutit, peut aboutir à des différences. Je repose ma question, sous votre contrôle, Pierre. Les Polonais qui produisent beaucoup de pommes, on consomme en France 1 200 000 tonnes chaque année, à peu de choses près. Et il y a 20% qui sont importés. Une partie d'ailleurs à peu près, hein, entre la pomme et les préparations à base de pommes, on va dire. Il y a des fruits qui viennent de l'extérieur de l'Union européenne, mais il y a des fruits qui viennent de Pologne. En Pologne, sous votre contrôle, on utilise un produit qui s'appelle l'acétamipride, c'est ça? Interdit en France. Vous me dites, il y a cohérence, c'est des règles identiques pour tous. La preuve que non. Comment fait-on? Non, mais je crois que ce que disait Madame Jessanel, c'est justement ça. C'est que l'acétamipride aujourd'hui, qui est le principe actif, est autorisé en Europe. La petite différence où je ne suis pas complètement d'accord, c'est qu'en France, on a par la loi interdit un principe actif. Et non pas interdit un produit phytosanitaire, c'est-à-dire une préparation commerciale. C'est là qu'est la différence, et c'est là où il y a aujourd'hui une distorsion de concurrence qui est majeure. C'est ça qui me fait dire, pour en revenir à la question des clauses miroirs, que la première étape, c'est qu'on trouve ce niveau d'harmonisation là. Alors, Marine Collier, est-ce qu'on peut demander aux Polonais, est-ce que c'est pas de l'ingérence législative que d'aller dire aux Polonais, vous faites comme nous, vous êtes obligés de produire comme nous? Ils ne seront pas d'accord, évidemment. Comment on règle ce type d'écart de conditions de production? Alors là, encore une fois, on n'est pas sur le sujet des clauses miroirs. Hein. On va pas, effectivement, on est sur un cas de surtransposition. C'est un sujet. Moi, je travaille beaucoup sur la question des clauses miroirs, qui, pour moi, est tout à fait complémentaire. Il y a vraiment deux chantiers qui sont. Ça se tuile, hein. Ça se. Oui, c'est lié. Et en fait, c'est lié, mais les approches sont très différentes selon les secteurs. Sûr. Il y a des secteurs. Je vais prendre l'exemple du maïs. Les producteurs de maïs, ils n'ont pas de problème de surtransposition, de compétitivité à l'intérieur de l'Union européenne. Ils ont vraiment un problème de distorsion de concurrence en européen avec les producteurs des pays tiers, avec les producteurs brésiliens par exemple. Et sur cette question-là, est-ce qu'on peut demander aux Brésiliens de s'adapter à certaines normes de production pour accéder à notre marché européen? La réponse est oui. Dès lors, et la Commission européenne l'a clairement dit dans un rapport en juin 2022, oui, on peut le faire, il faut respecter certaines règles, notamment les règles de l'OMC, mais oui, dès lors qu'on ne parle que de l'accès à un marché européen, notamment un droit préférentiel, on peut imposer le respect de certaines normes. Je pose la question différemment. Il y a deux principes qui sont des principes de souveraineté et qui sont des principes européens. La circulation des personnes et des marchandises, premier point. Deuxième point, est-ce que ces clauses miroirs consistant à dire à des tiers européens, vous allez faire comme nous, ça n'est pas contraire au principe de libre circulation des biens et des personnes? Il y a des conditions pour pouvoir leur imposer de telles exigences. On le fait déjà. Hein. Moi, je vais vous rappeler que depuis 1988, l'Union européenne interdit l'importation de bœuf aux hormones, par exemple. Oui. Et en fait, tout est dans l'explication que l'Union européenne va pouvoir apporter, notamment auprès de l'OMC, pour justifier que cette barrière au commerce qu'elle va imposer, elle a un sens au regard d'enjeux de santé publique, d'enjeux environnementaux. Et cette question de la justification est centrale. Madame. Oui, donc si maintenant on parle de l'importation de produits en provenance des pays tiers, là ce que fait l'Union européenne, c'est qu'on applique toute une série de législations qu'on peut appliquer au regard des accords internationaux de l'Organisation mondiale du commerce, notamment pour protéger le consommateur. Donc ça, le consommateur, oui, mais le consommateur, il est protégé parce que toutes les législations sanitaires, santé des consommateurs, santé animale, santé des plantes, sont appliquées parce que ça, c'est compatible avec les règles du commerce international.
Là où l'Union européenne est dans une situation un peu particulière, c'est qu'elle a, en plus de ces normes, de ces législations sanitaires, elle a d'autres exigences de protection du bien-être animal, de protection de l'environnement, qui ne sont pas toujours appliquées, des méthodes de production qui ne sont pas toujours appliquées dans d'autres régions du monde, parce que le niveau d'exigence des consommateurs dans d'autres régions du monde est différent. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas automatiquement les appliquer. Et ce qu'on fait, c'est dans le cadre des accords de libre-échange qu'on a avec le Japon, les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, le Vietnam, l'Australie. Là, ce que l'on fait, c'est que de plus en plus maintenant, on inclut dans notre politique commerciale, c'est-à-dire dans les règles qu'on importe pour accéder plus facilement à nos marchés, ce qu'on appelle un chapitre de développement durable, dans lequel on essaie d'imposer aussi ces autres normes. Alors, il ne faut pas essayer d'imposer, il faut vraiment qu'on l'impose, parce que au-dessus de tout ça, il y a la question de la santé publique. C'est-à-dire, si tout ça... Non, mais ça, la santé publique, elle est garantie par l'application de la législation européenne aux produits importés des pays tiers. D'accord. Alors, c'est pas ce que disent les agriculteurs français. Les agriculteurs français disent pommes, poires, mais vous n'êtes pas les seuls, hein, il y en a beaucoup d'autres. Les producteurs de viande, je pense aux produits carnés, hein, entre autres, disent on nous impose à nous des conditions de production et puis on laisse rentrer simultanément sur le port de Rotterdam ou d'Anvers, par exemple, des productions qui viennent d'Amérique du Sud et qui sont de qualité très médiocre. Ouais, moi je veux tempérer un petit peu ce que vient de dire Catherine Gélin, parce que déjà sur le plan sanitaire, c'est vrai, l'Union européenne impose ce qu'on appelle des LMR, hein, c'est l'approche des limites maximales de résidus, ça marche pour les pesticides, ça marche pour les antibiotiques, mais ça n'engage pas une modification de la pratique chez les agriculteurs. Par exemple, pour revenir sur le sujet des antibiotiques en élevage, dans les élevages brésiliens par exemple, les éleveurs utilisent les antibiotiques pour accélérer la croissance des bovins. C'est une utilisation qui est strictement interdite en Europe depuis 2006. Et la pratique en tant que telle, elle a des répercussions en termes de santé publique. Elle agit négativement, par exemple, contre ou en faveur de l'antibiorésistance. Donc, le consommateur est protégé par les LMR. Il n'en reste que toutes les questions de santé publique ne sont pas réglées. Et je voudrais aussi tempérer le fait que les fameuses clauses miroirs, elles ne sont pas encore dans les accords de libre-échange. Les accords de libre-échange contiennent de plus en plus des chapitres de développement durable. Moi, je vais reprendre l'exemple du CETA, l'accord avec le Canada. Il contient 3 chapitres, un sur le développement durable, un sur l'environnement, un sur le travail. Ces 3 chapitres, ils sont absolument non contraignants. Et d'ailleurs, quand on regarde le chapitre sur le règlement des différends... Alors, je vous arrête une seconde. Pourquoi non contraignant ? Parce qu'en fait, si une des parties ne respecte pas les engagements qui sont pris, déjà ces chapitres, en fait, ils consistent à inciter à la coopération entre les parties contractantes, et les parties s'engagent mutuellement à aller vers le plus haut niveau de protection. Mais en fait, sans obligation de résultat. Sans aucune obligation. Et en fait, quand il y a un autre article dans le CETA qui est le chapitre des règlements des différends, et dans ce chapitre-là, il est clairement mentionné que les chapitres relatifs à l'environnement et au développement durable ne sont pas couverts par ce chapitre sur les règlements des différends. Donc jamais nous n'aurons une sanction pour le non-respect d'un engagement environnemental de la part des parties. Madame Gélin. Moi, je vais reprendre l'exemple des pesticides, puisque vous disiez il y a des pesticides qui ne sont pas autorisés dans l'Union européenne et on fixe des limites maximum de résidus de pesticides pour les produits importés des pays tiers pour des pesticides qui ne sont pas nécessairement autorisés dans l'Union européenne. C'est là où j'ai déjà un problème de compréhension. Oui, mais si vous voulez, je prends cet exemple-là. Ouais. Mais parce que l'utilisation des pesticides est liée aussi aux conditions climatiques, environnementales, de sol, etc. Une zone tropicale n'a pas les mêmes problèmes de maladie des plantes qu'une zone tempérée comme l'Union européenne. Donc il y a des pesticides qui sont interdits dans l'Union européenne parce que, en fait, on n'en a pas besoin. Mais on accepte de fixer des limites maximum de résidus sous réserve que l'EFSA vérifie que ces limites maximum de résidus ne mettent pas en péril la santé du consommateur. Et je rappelle que l'Union européenne est exportatrice de produits agricoles et que nous exportons aussi vers d'autres régions du monde des produits qui contiennent des résidus de pesticides, de substances qui ne sont pas autorisées dans ces pays tiers. Pour les raisons que j'indiquais. Lesquelles, par exemple ? Des fruits, des légumes qui sont exportés et qui contiennent des résidus de substances qui ne sont pas autorisées dans ces pays-là parce qu'ils n'en ont pas besoin. Et donc là, c'est la clause miroir de l'autre côté, à l'inverse. C'est-à-dire que ces pays-là les acceptent dans la mesure où ils considèrent que les niveaux ne se mettent pas en danger le consommateur. Peut-être ce que je pourrais dire, c'est on peut dire que ça ne va pas assez loin et assez vite.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un travail au niveau européen qui est engagé à la fois sur comment on fait pour que de plus en plus dans les accords bilatéraux commerciaux que nous concluons avec d'autres pays où nous leur donnons accès à notre marché, nous incluons de plus en plus nos standards, notre législation. Et donc ça, c'est de la négociation. Et il y a aussi le travail qu'on fait au niveau international dans les organisations comme le Codex Alimentarius. Bon, moi, je vous entends et je vous crois, bien sûr. Il y a la question de la protection des consommateurs, mais il y a aussi les conditions de concurrence. Les conditions de concurrence, c'est quand on utilise un certain nombre de produits, on en tire un avantage. Alors, ça augmente les rendements, ça facilite les récoltes, ça réduit le gaspillage, enfin, les pertes. Donc, vous ajoutez à ça le prix du travail dans certains pays. Et donc, au fond, la conclusion, c'est que ça met en danger des filières qui sont respectueuses de l'environnement et des droits sociaux. C'est aussi cette dimension, Pierre et Marine, qui doit attirer notre attention. Il ne faudrait pas qu'à la fin, on ait une mise en danger de nos propres filières de production. Mais c'est clairement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Je vais rester sur l'exemple du maïs parce qu'il est assez frappant. Je vais vous donner un exemple très concret. Je vais vous parler de l'atrazine. L'atrazine, c'est un herbicide qu'on a interdit en France en 2003 et au niveau de l'Union européenne quelques années plus tard. Donc on parle d'un pesticide qui est interdit depuis plus de 20 ans, qui est classé par les classifications européennes comme un dangereux polluant des eaux, qui est toxique pour la santé humaine. Là, c'est pas une question de différence climatique. On sait pourquoi on a interdit ce pesticide. Il est utilisé en routine par les producteurs brésiliens ou ukrainiens qui inondent de plus en plus le marché européen. Et l'effet de ces importations est direct sur la production européenne. On est sur une baisse de la production de maïs à l'échelle européenne. Aujourd'hui, 1 tonne de maïs sur 4 consommée en Europe est importée. Donc il y a un effet direct, un lien de cause à effet direct entre l'augmentation des importations et la baisse de la production à l'échelle de l'Union européenne. Pierre Vantaux, directeur général de l'association Pomme-Poire, votre commentaire là-dessus? Ouais, j'ai un commentaire. On est sur Stop and Tox. Donc si vous voulez, quand on entend parler de santé du consommateur, la question de la santé du consommateur, à terme, clause miroir, parfait, on verra si elle fonctionne. Il y a d'autres sujets qui peuvent être abordés, la question environnementale, la question sociale aussi dans les clauses miroirs. Aujourd'hui, si on a un problème de santé du consommateur, mesure de sauvegarde, clause de sauvegarde. C'est pas très compliqué, je veux dire, ça peut se mettre en place. Mais quel sens ça a quand on parle de Stop and Tox? Ça fait à peu près 1 semaine ou 15 jours qu'on nous ravale les oreilles avec le thiaclopride. Déjà, le thiaclopride, vous me direz dans quels fruits et légumes aujourd'hui le thiaclopride arrive en France. Je sais pas, j'ai du mal à savoir. Ce que je sais par contre, donc on vient de prendre un semblant de mesure de sauvegarde là, et tout le monde se fait plaisir avec ça, et on a l'impression, dans les propos du gouvernement, qu'on a réglé le problème des néonicotinoïdes. En fait, la réalité, c'est que le thiaclopride, ça concerne pas grand-chose, pas beaucoup d'imports, il y a sans doute une question santé du consommateur. Par contre, aujourd'hui, la réalité, ce que vous avez dans les mains, ce que je peux vous garantir, c'est qu'il n'y a pas eu d'acétamipride dessus, d'accord? Ça, c'est certain. Par contre, si vous en prenez une qui vient d'Italie, de Pologne, de Belgique ou d'Espagne, il y a un néonicotinoïde qui continue à être homologué en Europe jusqu'en 2033, qui est utilisé chez tous nos concurrents, avec lesquels il règle toutes les problématiques de pucerons de façon très fine, d'accord? Et là, par contre, on n'en parle pas et on n'a pas la possibilité d'intervenir. La vraie distorsion de concurrence, aujourd'hui, elle est là. Les clauses miroirs, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Les choses vont arriver, mais on a une problématique immédiate, celle que je décris. Moi, ce que j'ai compris aussi, je vous soumets cette réflexion, Madame Gélin-Lanaël, ce que j'ai compris depuis hier, on est quand même dans un contexte un peu particulier. Moi, j'ai suivi à distance hier les échanges entre le président de la République et les agriculteurs. Il y a beaucoup de débats sur quelle agriculture on veut, dans quelles conditions, etc. Mais, vous savez, c'est un peu comme le champ de bataille. La théorie d'Eisenhower. D'abord traiter ce qui est urgent et après ce qui est important. L'urgence, c'est l'urgence vitale. C'est l'urgence de filières et d'exploitations qui n'ont plus de trésorerie aujourd'hui. Donc l'urgence, c'est l'idée centrale qui domine ce salon. Et ce que dit Pierre et ce que vous dites, Marine, c'est qu'en réalité, il faut prendre des mesures tout de suite. À défaut, ce sont nos filières qui vont disparaître. Et vous savez comme moi, que remettre en route une filière, c'est compliqué.
Moi, je vous confirme que l'Europe travaille pour protéger ses filières. Donc ça renvoie à la discussion qu'on a sur les clauses miroirs. Je dis aussi que, je reprends l'exemple de l'atrazine. Est-ce que la solution, c'est, tant qu'on n'a pas réussi à imposer ou à encourager les pays tiers à ne plus utiliser l'atrazine, est-ce qu'il faut la réautoriser? La réponse est non. Pourquoi? Parce que c'est un pesticide qu'on retrouve partout, dans les eaux de surface et dans les eaux en profondeur. Donc la question c'est... Si c'est mauvais, c'est mauvais. Non, mais j'entends. Mais c'est mauvais pour tout le monde. C'est mauvais pour tout le monde, on est bien d'accord. Mais est-ce que vous devez attendre que tout le monde l'ait interdit pour l'interdire à vos propres filières? La réponse est non. Donc la question est, pour nous, en responsabilité, quand on négocie avec nos partenaires internationaux, et de faire valoir qu'il faut y travailler ensemble. Quand on peut l'imposer, et j'entends ce que vous avez dit sur le fait que ces chapitres de développement durable, ils ne sont pas parfaits, certainement, mais on progresse là-dessus, et on travaille aussi dans le cadre des normes internationales du Codex Alimentarius, donc petit à petit pour faire en sorte qu'on ait un meilleur niveau de concurrence entre les produits importés par les pays tiers et les produits de l'Union européenne. Mais pour autant, nos consommateurs, les citoyens européens, attendent de nous aussi qu'on agisse en responsabilité et de ne pas autoriser des pesticides, par exemple, qui se retrouvent partout dans l'environnement ou qui présentent un danger pour les consommateurs. Je vais peut-être préciser ce point. Je n'ai entendu aucun agriculteur demander le retour de l'atrazine, et c'est vraiment en fait l'approche inverse qu'on prône avec les mesures miroirs. L'idée c'est pas de dégrader nos normes, mais c'est de demander aux producteurs de pays tiers de s'adapter par le haut à nos normes. Et moi je vais peut-être revenir sur cette idée de timing et de calendrier, parce qu'on voit là qu'il y a une urgence effectivement qui n'est pas, l'enjeu n'est pas pris à son juste niveau. Je vais vous donner un exemple très concret pour vous montrer à quel point on avance lentement sur les mesures miroirs. Je vais vous reparler des antibiotiques en élevage. Ouais. On a une mesure miroir qui a été votée dans la loi européenne en décembre 2018. Cette mesure miroir, elle dit très clairement, l'Union européenne n'importera plus demain de viande issue d'animaux traités aux antibiotiques promoteurs de croissance, et on n'est pas sur une approche par des limites d'antibiotiques qu'on va aller chercher dans des viandes, on interdit la pratique à nos partenaires commerciaux. Cette mesure miroir, elle devait être mise en place en janvier 2022. En janvier 2022, on a regardé, les actes d'application ne venaient pas. Le ministre de l'époque, Julien Denormandie, a même pris un acte à l'échelle française, un peu bancal juridiquement, pour dire à la Commission européenne, il faut y aller. On est aujourd'hui en février 2024, cette mesure miroir, elle n'est toujours pas appliquée. Un texte a été publié il y a quelques semaines qui prévoit une mesure miroir qui ne sera appliquée en demandant une attestation sur l'honneur à un vétérinaire au Brésil, par exemple, et l'application est prévue en 2026. On est là... C'est pas sérieux. On est entre une loi adoptée en 2018 et une application très partielle en 2026. Donc non, vraiment, la réponse n'est pas à la hauteur de l'urgence. Je crois que la question centrale, vous savez ce que l'opinion va retenir de ce salon? En réalité, c'est que l'appareil administratif français, y compris l'appareil politique, sont paralysés. L'Europe, c'est autre chose, c'est plus lointain, c'est même encore un peu plus mystérieux, mais ce que le public va conclure, c'est qu'en France, en réalité, on a une gouvernance tellement verticale, tellement rigide, que même quand il y a de bonnes intentions du politique, on n'arrive pas à changer les choses. Et honnêtement, d'un point de vue démocratique, c'est désespérant. Je ne sais pas quelle est la question là, mais ce que je veux vous dire, c'est que d'abord l'Europe, c'est nous. C'est les États membres, c'est pas quelque chose d'immatériel et de lointain, c'est les États membres. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que, parce que je voudrais pas qu'on finisse cet échange sur une note complètement négative. Il y a deux choses que je voudrais dire. D'abord, il y a un travail qui est fait, il va peut-être pas assez vite, peut-être pas assez loin, pour faire en sorte d'améliorer la manière dont on protège notre agriculture. Mais il faut dire aussi que notre agriculture, elle n'est pas simplement une victime. Elle est aussi à l'offensive et on est exportateur net de produits agricoles. Non mais c'est important de le rappeler. Non, attendez. On est exportateur net de produits agricoles. Madame, je suis d'accord avec ça. On a toujours un excédent de l'ordre de 5 milliards. En dépit des difficultés, c'est vrai, on continue d'exporter dans certaines filières. Une des autres conclusions qu'on tirera probablement de ce salon, c'est qu'il n'y a pas une agriculture, mais des agricultures, avec des régions différentes, avec des filières différentes. Évidemment, les grandes cultures, c'est pas les pommes et les poires, c'est pas les légumes non plus. On exporte du fromage, on exporte du porc, on exporte
du vin, bien sûr, oui, un produit agroalimentaire, vous avez raison, du vin, des alcools, mais c'est un produit un peu à part. Tout ça, c'est parfaitement juste. Mais au-dessus de tout ça, il y a la santé des consommateurs. Et puis, la sécurité économique de nos filières. Et c'est l'obsession que j'ai, c'est finalement de se dire, laisser rentrer en France des produits qui dérogent aux règles sanitaires, aux règles de compétition économique. Non, je ne peux pas vous laisser dire qu'on déroge aux règles sanitaires pour les produits importés des pays tiers. Je regrette. La législation sanitaire s'applique et en accord avec les règles de l'Organisation internationale du consommateur. On ne peut pas laisser dire devant les consommateurs, tous les consommateurs qui sont là et qui vont nous écouter, qu'ils ne sont pas protégés et que quand ils achètent un produit polonaises, par exemple. Non, mais attendez, on parle. J'ai pas d'obsession avec la Pologne. Non. La législation européenne s'applique et la législation, elle s'applique aux produits qui sont fabriqués, commercialisés dans l'Union européenne et aux produits des pays tiers. Mais la législation sanitaire. C'est factuellement faux, madame. Non. Il y a ce produit, il y a les produits, il y a les viandes qui arrivent avec des antibiotiques, qui ont été élevées aux OGM interdits en Europe, qui sont dans les plats cuisinés qu'on laisse rentrer en France. Tout ça, c'est incontestable. Non, c'est pas vrai. Je peux pas vous laisser dire ça. Mais c'est la vérité. Le consommateur est protégé dans l'Union européenne. Nous avons un des niveaux de sécurité sanitaire des aliments qui est le plus élevé dans le monde. Voilà, pour préciser, la réglementation sanitaire, elle consiste à regarder que le produit qu'on importe ne dépasse pas un seuil d'antibiotiques, de pesticides. Ça, c'est vrai, personne ne le remet en cause. Nous, ce qu'on dit, c'est que la pratique, cette approche-là ne vient pas modifier la pratique agricole dans les pays qui exportent vers l'Union européenne, et la pratique en tant que telle a des impacts, y compris sur la santé publique. Oui, mais ce qu'on doit reconnaître aussi, c'est que l'Europe ne peut pas imposer au monde entier ces niveaux de standards. Elle doit y travailler, elle doit convaincre, mais elle ne peut pas imposer au reste du monde le niveau de ces standards. J'entends bien. Il y a un certain nombre d'espaces économiques qui le font. On ne va pas faire un débat tous les deux. Les Américains imposent des conditions d'accès aux produits européens. On pourrait être un peu moins naïf et un peu moins cocu, au passage d'ailleurs. Pierre Vantaux. Il y a un point positif dans tout ça. Oui. Il y a un point positif dans tout ça. Quand on parle de clause miroir, c'est qu'on reste quand même dans l'idée qu'on peut être, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, Pascal, on peut quand même continuer à espérer d'être exportateur. Oui. Donc ça veut dire qu'on sous-entend quand même qu'on reste encore dans un monde ouvert et pas nécessairement décroissant et pas nécessairement sur l'autarcie. C'est vrai. Ça, c'est déjà un point quand même très positif, je pense. Pour la stabilité du monde, pour la place de l'Europe dans le monde, ça c'est très positif. Mais néanmoins, je le redis, aujourd'hui, avant les clauses miroirs, nous, la problématique qu'on a, si je reviens sur la filière pomme, mais c'est pas la seule, elle est plus intra-européenne. Et quand on voit récemment qu'on renvoie toute la faute sur l'Europe, moi je pense que sur la libre concurrence, la libre circulation, notamment des biens, on a une problématique franco-française. Et avant de vouloir renvoyer les choses systématiquement à l'Europe, on a déjà des problématiques à régler, nous, en interne. Ne mangeons pas ce qu'on nous interdit de produire. Vous savez, c'est ce que disent les arboriculteurs des Alpes. Alors, le paradoxe, c'est qu'il y a d'ailleurs en France des ONG, des élus écologistes qui considèrent que nous aurions en France une agriculture dévastatrice, alors qu'au contraire, elle respecte des conditions encore plus drastiques. C'est bien ça? C'est exactement ça. Bon. Merci à tous les trois. Il nous reste juste une minute. Vous voulez dire 3 mots, madame? Oui, qu'on a besoin de plus d'Europe, pas de moins d'Europe. D'accord. Alors, oui, je peux acheter la formule. C'est le contenu qui me... Mais pour aller dans ce sens, les solutions qu'on prône à travers les clauses miroirs et les mesures miroirs, elles ne peuvent être prises qu'à l'échelle de l'Union européenne. Donc penser qu'effectivement une fermeture des frontières réglerait ce problème de la concurrence déloyale, c'est être dans l'erreur. Oui. Et avant d'aller régler les problèmes à l'échelle mondiale, réglons les problèmes intra-européens de concurrence entre États. C'est déjà une bonne base. Et puis, soyons au clair également en France, n'est-ce pas, entre nous, en respectant le travail des producteurs qui font bien leur boulot, dont vous êtes, c'est ça? Exactement. Commençons par ça. Mangez les pommes françaises. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était passionnant. C'est un sujet complexe, on l'a compris, un sujet technique, mais qui intéresse les conditions de concurrence,
la santé des consommateurs et la vie de nos filières françaises. Je vous retrouverai demain à 10 h pour une nouvelle émission de Stop Intox. Vous pouvez vous manifester aussi sur les réseaux sociaux, poser vos questions sur Twitter par exemple. Vous pouvez revoir également cette émission sur notre chaîne internet. À demain.